Quand notre fils est né, nous vivions entre Rio, Paris et Los Angeles. Quand il aurait l'âge d'aller à l'école, il nous faudrait choisir un pays. C'est alors qu'au fil de mes lectures et de mes rencontres, une autre possibilité s'est présentée à moi. Fallait-il vraiment un lieu et un temps pour apprendre ? Die Geschichte des tapferen Ritters. Ist das die Fischgeschichte? Det er en dynamisk egentlig durchkommen. When people think that unschooling is revolutionary and scary, they forget that that's most of human history was unschooling. Rock, paper, scissors, shoot. Aaron n'avait su lire qu'à 12 ans, alors que sa sœur Rachel dévorait déjà des livres à 3 ans. Leurs parents les avaient laissés apprendre à leur rythme. Nous nous demandions si nous serions capables de cette confiance. Quand c'est mûr, ça sort comme ça, comme une fleur qui se met à éclore. If you're doing abstract, it could be like loads of squares, say, one's big and one's small. You wouldn't know if that's perspective or one just being small and one being big. It's who's doing the measuring of what is necessary to be exposed to, and home education, and particularly child-led education, trusts that the best person to make that choice is the person who is learning. Self-motivated learning, self-defined learning, life. It's just life, you know? Je présente encore une fois les invités à ce débat, qui sont ici autour de moi à cette table. Bon, ici, sur ma gauche, c'est la droite pour vous, tout au fond. Il y a Madame Bernadette Nozarian, de France et des États-Unis, chercheuse et spécialiste de l'instruction en famille. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez 2 filles de 16 et 21 ans qui ont grandi avec l'apprentissage informel et n'ont jamais été à l'école. Vous avez travaillé avec des analphabètes et vous connaissez bien l'instruction en famille. Vous êtes auteur de Transition pédagogique, de nécessaires mutations de l'école, qui est paru en 2014, et vous participez aux chroniques éducation du Journal des femmes. À côté de vous, il y a Madame Michèle Guigues, qui nous vient de France. Elle est professeure émérite, sciences de l'éducation, Université de Lille 3. Elle est l'auteure du livre Les déchirements des institutions éducatives, jeux d'acteurs face au décrochage scolaire, paru à l'Harmattan en 2013. Elle s'est intéressée à ce sujet car des étudiants voulaient écrire leur mémoire sur l'instruction en famille et elle a une expérience pratique avec des jeunes en très grosse difficulté. À côté de moi, ici à ma gauche, il y a M. Bertroscheid, enseignant luxembourgeois, qui a participé au projet pilote d'un modèle du lycée alternatif d'abord nommé Naëlis et qui est devenu par la suite le lycée Hermésinde. Ensuite, ici, à ma droite, pour vous, à votre gauche, c'est M. François Moïse, avocat à la Cour, droit public et administratif, droit communautaire et international, droit de l'homme, expert en matière de diversité au Luxembourg et en Europe. À côté de lui, il y a Mme Marie-Paul Greich, inspectrice dans l'enseignement fondamental au Luxembourg et responsable aussi pour les familles qui font de l'école à domicile. Voilà, nous attendons en visioconférence. Est-ce que ça va marcher? Oui. Mais en attendant, on va commencer. Hein. Alors, il y a 2 personnes ici à ma gauche, Mme Nozarian et Mme Guigues. Vous avez beaucoup d'expérience avec l'apprentissage informel, autonome, autogéré, comme on dit. J'aimerais savoir de vous si ce film, ce documentaire qu'on vient de voir, il est représentatif
pour cet apprentissage autogéré, informel, autonome. Et peut-être aussi, est-ce que tous les enfants que vous avez rencontrés dans votre travail, dans votre activité, sont des enfants heureux qui ont suivi cet apprentissage? On peut commencer peut-être comme ça. Oui. Il faut vous partager le micro là. Okay. Alors, c'est bon là. La précision d'abord que je voudrais apporter, c'est qu'il y a autant de variantes d'instruction en famille qu'il y a de familles et qu'il y a d'enfants. Chaque famille voit midi à sa porte, si je puis dire, et dans une famille, chaque famille adapte à chaque enfant. C'est la première chose. Il y a aussi des familles qui sont mixtes scolairement, c'est-à-dire que dans la famille, il y a des enfants qui vont à l'école et des enfants qui restent à la maison. C'est ça, je crois, la chose la plus importante, c'est la variété des approches pédagogiques. Ensuite, il y a aussi du coup des familles qui font réellement l'école à la maison, c'est-à-dire avec un planning, des cours, etc. Et puis, il y a effectivement les familles comme celle du film qui font le homeschooling, donc l'apprentissage libre, naturel. Je n'ai jusqu'à présent jamais rencontré d'enfant qui était malheureux de faire cela. Cette liberté, c'est vraiment quelque chose de très important. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est qu'il y a deux approches différentes selon que l'enfant a été scolarisé et est déscolarisé pour diverses raisons, et les enfants qui n'ont jamais été scolarisés, qui ont naturellement appris comme ça. Ce n'est pas non plus toujours la même chose. Madame Guig, votre expérience et votre regard sur le film, sur le documentaire. Oui, bon, en ce qui me concerne, je n'ai pas d'expérience directe de l'instruction en famille. Sur le film, je trouve qu'il est très intéressant, qu'il donne toute une palette d'exemples, de situations qui sont passionnantes. Je voudrais peut-être souligner quand même que le démarrage autobiographique sur Clara Bellart est important et colore l'ensemble de ce film dans la mesure où elle est chanteuse, actrice et réalisatrice aussi, et que du coup elle fait une enquête auprès de gens qu'elle connaît en passant d'un continent à un autre, et que peut-être dans certains contextes l'instruction en famille n'est pas forcément toujours donnée dans des milieux qui paraissent aussi aisés que ceux qu'on a pu voir dans un certain nombre de situations dans ce film. Voilà. J'aimerais reprendre avec Madame Nozarian. Vous avez deux enfants, deux filles, je crois, de 16 ans et de 21 ans, qui n'ont jamais été à l'école. Est-ce que vous pouvez faire un témoignage là-dessus? Comment vous avez vécu ça et comment... Est-ce que c'est une expérience positive sur tous les sens? Oui, alors effectivement. Il y a quand même des difficultés. Ce n'est pas simple, effectivement. C'est d'abord une perpétuelle remise en question. C'est d'abord été une évolution, en fait. J'avais lu un article dans Cosmopolitain à l'époque où j'habitais en Hongrie et qui présentait un reportage sur ces familles. Je m'étais dit, tiens, si un jour j'ai des enfants, pourquoi pas? Et puis j'avais oublié ça dans un coin de ma mémoire. Bon, j'avais quand même aussi lu Libre enfant de Summerhill quand j'étais adolescente, et donc je voyais qu'il y avait un décalage entre ce que je vivais, moi, au collège. Et quand j'ai eu ma première fille, ça a été en fait toute une évolution personnelle de vie. Je crois que la NOSCO n'arrive pas comme ça. On réfléchit sur comment on mange, comment on se soigne, comment on vit. Et finalement, la NOSCO a fait partie de cette réflexion. Donc les choses se sont faites naturellement, qu'elle n'est pas allée à l'école, que lorsque sa petite sœur est née plusieurs années après, eh ben, elle n'est pas non plus allée à l'école. Et un jour, elles ont eu envie d'y aller. Donc ma fille aînée est rentrée au LAP, c'est-à-dire le lycée autogéré de Paris, où ma cadette est actuellement. Elles ont essayé toutes les deux à la même année. La cadette a fait des petits bouts de collège et elle avait un regard très critique sur l'institution, et c'est comme ça que j'ai senti qu'elle était prête à y aller. Voilà, maintenant je ne sais pas si on est en direct. Oui, ça marche. Je dois me tourner. Bonjour, je ne sais pas, maintenant au Canada, on est à quelle heure là? Il est 15h28. C'est combien? 15h28. 15h28. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Voilà, je vais vous présenter parce que je n'ai encore rien dit sur vous, Madame Christine Brabant. Alors, bonjour. Vous êtes en direct du Canada avec nous. Maintenant, vous êtes professeure chercheuse en administration de l'éducation et spécialiste de l'IEF depuis 12 ans, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal. C'est ça. Vous êtes cofondatrice de l'International Center for Home Education Research. Vous êtes diplômée également en droit. Vous avez fait de la médiation entre inspecteurs et familles non scolarisantes.
et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « L'école à la maison au Québec, un projet familial, social et démocratique », qui est paru aux presses de l'Université du Québec en 2013. Alors, est-ce que je peux vous demander si vous avez vu le documentaire de Clara Bellard? D'abord, je vais me permettre de corriger la très belle présentation que vous m'avez faite pour dire que je n'ai pas été diplômée en droit, mais je suis chercheur associé au Centre de philosophie du droit de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Donc, je réfléchis avec eux sur la gouvernance et la régulation de l'école à la maison, mais je n'ai pas de diplôme en droit, là. Ce sont eux les spécialistes. Très bien. Est-ce que vous avez vu vous-même le documentaire de Clara Bellard? Oui, je l'ai visionné en même temps que vous sur une chaîne privée. Voilà. Est-ce que, bon, je vous pose la même question, est-ce qu'il est représentatif pour les enfants qui font cet apprentissage autogéré et autonome? Ou est-ce que vous dites qu'il y a quand même des aspects qui manquent? Ce que j'ai vu dans le film ressemblait à ce que j'ai vu autour de moi ici au Canada et ce que j'ai vu dans la littérature aussi. On ne peut pas avoir les détails du quotidien là, dans un film de 2 heures. On n'a pas tout montré, mais ce qui était là n'était pas faux. Oui. Alors, vous avez beaucoup d'expérience avec des enfants non scolarisés. Quelles sont, selon vous, les clés de la réussite des apprentissages informels? Les clés essentielles. En fait, les réponses que je pourrais vous donner seraient tirées de mon expérience de pédagogue, parce que comme chercheuse, je ne peux pas vous donner beaucoup de réponses. Les recherches scientifiques jusqu'à maintenant ont identifié quelques facteurs de différenciation sur le plan de la réussite que je peux vous nommer, mais on en sait encore bien peu. Alors, par exemple, comme pour les enfants scolarisés, le profil familial va faire une différence entre la réussite ou pas là, pour les enfants. Donc, les familles qui sont plus riches sur le plan social, économique, culturel, vont plus facilement avoir des enfants qui auront une belle réussite de leur parcours éducatif, peu importe le choix de forme d'éducation, alors que le contraire est vrai aussi. On a aussi quelques recherches qui commencent à montrer une tendance à l'effet que les apprentissages plus structurés mèneraient à de meilleures réussites, mais alors là, on parle de la définition scolaire de la réussite, alors des compétences sur le plan de la lecture, l'écriture et du calcul, que les familles qui choisiraient plutôt des apprentissages informels ou non structurés. Ensuite, on voit que les études où les taux de réussite sont très forts sont souvent des études où les participants sont volontaires et qui sont faites auprès d'une population assez homogène, c'est-à-dire des familles à 2 parents, dans des situations plutôt stables sur le plan de l'emploi et de qui ne sont pas nécessairement des immigrants, mais plutôt des gens du pays, là, qui ont grandi dans le pays et qui ont une bonne aisance là, dans leur niveau de scolarité et sur le plan financier. Donc, est-ce qu'on peut faire le lien, la corrélation là, sur le plan de la réussite? C'est difficile à dire tant qu'on n'aura pas eu des études où on étudie davantage les enfants qui réussissent moins. Et on verra à ce moment-là quelles sont leurs caractéristiques sociodémographiques ou autres. Mais vous venez de dire qu'on trouve presque pas de familles, disons des couches sociales ouvrières, qui s'engagent sur cette voie, ou est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vraiment des familles qui ont déjà... Bon, dans le film, ça ressort assez fort, c'est des familles qui ont déjà une culture assez prononcée. Souvent, on voit que c'est des enseignants eux-mêmes. Est-ce que vraiment, on ne trouve pas la même chose dans les couches plus basses? Non, c'est pas ce que je dis, c'est que ces enfants-là, on ne les retrouve pas dans les études. On les retrouve moins. Alors, ça ne veut pas dire que ces familles ne le font pas. En réalité, moi, j'en ai observé quand même un bon nombre. Et quand des familles là, autour de moi qui étaient de classes plus ouvrières, de milieux moins favorisés, quand on regarde sur Internet, il y a aussi des sites Internet qui s'adressent à ces familles en leur expliquant comment faire l'école à la maison avec peu de moyens. Alors, ça démontre l'existence d'une telle sous-population, là. Mais on en sait moins sur la réussite
parce qu'il semble qu'ils sont moins présents dans les études. Je pose la même question à Mme Guig et Mme Nozarian. Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué que c'est surtout des familles qui ont une certaine culture générale, professionnellement bien situées, qui s'engagent sur cette voie? C'est difficile de dire en ce qui concerne la France. Disons, il n'y a pas d'études extrêmement précises sur ces aspects-là. C'est juste des études ponctuelles sur des de tout petits échantillons. Ce que je voudrais pointer, c'est un petit peu décalé par rapport à la question que vous posez, c'est qu'en fait c'est un mouvement qui intervient toujours dans des pays où la scolarisation est réussie. C'est-à-dire c'est des pays qui scolarisent les enfants. En venant vous voir, disons, chez le marchand de journaux de la gare de l'Est, il y avait le livre de Malala, c'est-à-dire une très jeune femme pakistanaise qui a été agressée parce qu'elle allait à l'école. C'est vrai que la question de l'instruction en famille ne se pose pas dans des pays qui ne scolarisent pas encore leurs enfants. Donc ça me semble intéressant de recontextualiser cet aspect-là et de dire que éventuellement les choses vont bouger aussi en termes de, disons, de classe sociale étant susceptible d'instruire son enfant en famille. Madame Brabant, est-ce qu'on peut dire que des générations qui ont été scolarisées, et on se trouve maintenant peut-être à un carrefour où on peut se permettre, une certaine partie, un certain pourcentage peut se permettre d'aller dans ce sens, de laisser la liberté à leurs enfants, de laisser se développer ce désir inné? C'est certain que c'est une réflexion que je me fais aussi, que ce mouvement éducatif grandit surtout dans les populations très scolarisées de façon massive et où une grande partie des parents ont beaucoup d'éducation et souvent même plus que l'institutrice ou l'enseignante de l'école publique. Alors, on peut se demander si le mouvement de scolarisation de masse avait comme objectif de s'auto-perpétuer ad vitam aeternam, c'est-à-dire que l'éducation, les systèmes d'éducation seraient là pour rester, ou s'ils ne voulaient pas créer des citoyens autonomes qui, une fois bien instruits et conscients de la valeur d'éducation, pourraient eux-mêmes ensuite instruire leurs propres enfants. Alors, je pense que ça peut faire partie des facteurs qui ont nourri la naissance du mouvement d'instruction en famille ou d'apprentissage en famille. C'est effectivement le plus haut niveau de scolarisation des parents. Parce que si les parents n'avaient qu'une première, deuxième ou troisième année, comme il y a quelques générations, bien, ils voyaient un avantage clair à envoyer les enfants à l'école pour s'instruire davantage. Mais c'est peut-être pas le cas maintenant. À plusieurs moments du documentaire, on entend dire les parents qu'ils sont critiques vis-à-vis du système scolaire. Quelques-uns, ils ont eu des problèmes, hein, leurs enfants, ils ont eu des problèmes. Alors, maintenant, ici, on a aussi à table M. Hochheit. Il se pose la question du système scolaire, de la scolarisation comme nous la vivons aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment ce qu'il nous faut? Alors, vous-même, M. Hochheit, vous avez participé à l'élaboration d'un lycée alternatif depuis ses débuts. Dans la réflexion, ça a commencé dans la réflexion il y a 15 ans, plus de 15 ans. Vous avez fait le cheminement avec ce lycée alternatif qui voulait justement être différent de tous les autres lycées au Luxembourg. Est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quels étaient les buts pédagogiques que vous avez poursuivis, que vous avez mis au point il y a 15 ans, et pourquoi ces buts n'ont pas pu être atteints dans ce lycée, dans cette institution scolaire? J'aimerais juste dire deux mots sur mon parcours, parce qu'effectivement, comme enseignant, j'ai remarqué qu'il y avait des problèmes à l'école, et j'avais souvent des élèves qui n'aimaient pas aller à l'école, qui avaient la flamme. On avait créé le Flams Club, on faisait des émissions sur Radio Ara, dans l'émission pour jeunes Graffiti. Et j'ai participé aussi dans cette association Action Human School, donc une association pour la promotion d'une école plus humaine, parce qu'on pensait qu'on pouvait effectivement améliorer l'école de l'intérieur. Puis j'ai participé à de petits projets pilotes dans des lycées, mais
ça n'aboutissait pas toujours et au bout d'un certain moment, il n'y avait plus assez de personnes engagées. Puis j'ai rencontré des gens qui travaillaient sur un projet pilote, un tout nouveau modèle d'un lycée. Et ça m'intéressait beaucoup. Et alors j'ai participé à organiser ce modèle du Neue Lycée. J'aime bien le définir par le négatif, parce que comme on n'était pas content du système scolaire traditionnel, on voulait changer beaucoup de choses dans ce modèle du Neue Lycée. Donc on n'avait pas de programme fixe, pas de devoirs en classe, pas de notes, pas de sonnettes, un encadrement quand même par pour parler du positif aussi, un encadrement par des éducatrices et le tuteur, le libre choix des sujets par les élèves, plus de temps pour approfondir les sujets. C'était une école à plein temps. On avait des cours à 100 minutes, ce qui est déjà un avantage par rapport aux 45-50 minutes. Je crois que quelqu'un l'évoquait dans le film aussi. Après 50 minutes d'allemand, on fait 50 minutes de maths, puis on fait 50 minutes d'anglais. C'est pas très drôle. Donc on a lycée, on avait 3 cours par jour de 100 minutes. Et moi, j'insistais toujours à ce qu'il n'y ait pas de sonnette, mais comme ça, on n'était pas trop sous pression. Mais quand même, il y avait des montres dans chaque salle et dans chaque endroit du lycée. Et je remarquais que les élèves avaient la sonnette dans la tête. Donc, ça n'arrangeait vraiment pas tellement la chose. Ces cours étaient entrecoupés d'activités que les élèves pouvaient choisir, des activités culturelles, théâtre, cirque, photographie, jardinage. Donc je pense que pour les élèves, pour les enfants, pour les jeunes, c'était ou c'est toujours un modèle très bien, où il y a vraiment des avantages par rapport au système traditionnel, je dirais. Est-ce que tu dirais que ce modèle, c'était un modèle pour reprendre ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce documentaire, c'est-à-dire l'apprentissage autogéré, autonome? Est-ce que c'était un centre ou une école où on voulait instituer cela? Ou est-ce que c'est encore autre chose? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Donc, on voulait changer le système scolaire, laisser plus de liberté effectivement aux jeunes, surtout au cycle inférieur. Ça, il faut bien le dire, parce que dès que les enfants, les jeunes étaient plus âgés et qu'on avait aussi le cycle supérieur, où à la fin gâtait l'examen de fin d'études, les choses changeaient. On introduisait même des notes. Et il y avait la pression des programmes, justement, dans ce contexte de l'examen de fin d'études qui est le même que pour les autres écoles. C'est-à-dire, c'est venu plus tard. Hein. Les premières années, il n'y avait pas cette pression, vous étiez assez libre. Je pense les jeunes, que ils étaient assez maintenant libres, hein. aussi, toujours dans le cycle inférieur, on est plus libre. Les élèves peuvent choisir leur sujet qu'ils présentent devant la classe. Alors, pourquoi en fin de compte, tu es sorti de ce lycée? Pourquoi tu penses que ça reste un lycée plein de contraintes? Il y a moins de contraintes, sûrement, mais j'ai remarqué qu'il y a quand même toujours le curriculum caché. Der heimliche Lehrplan, comme disent les Allemands. Donc, c'est toujours une école, même si les enfants, les jeunes se sentent peut-être plus à l'aise que dans d'autres lycées. Je peux citer quelques éléments de ce curriculum caché que John Taylor Gatto, dans son livre Dumbinger's Town, qui était présenté dans le film, qu'il évoque aussi. Donc, il dit, il parle du 7 lesson teachers. Il dit, I do not teach English, I teach school. Donc l'école est toujours basée sur un certain collectivisme. On ne peut pas
vraiment suivre chaque enfant dans son individualisme, comme on l'a vu dans le film avec le homeschooling. Même si on dit ça toujours officiellement, on fait le mieux pour chaque enfant, oui, mais c'est pas possible dans une classe de 20 ou 25 enfants. Même si on travaille en équipe, même s'il y a des éducatrices, même s'il y a un tuteur, un bon encadrement. Puis il y a toujours la soumission à une instance, le professeur, la direction. Il y a des évaluations permanentes quand même. Même s'il n'y a pas de notes, il y a des évaluations qui peuvent bloquer le désir d'apprendre. Je crois qu'on l'a vu dans le film aussi. Les parents, ils veulent copier ce système scolaire. Mais il ne faut pas dire homeschooling. On ne peut pas faire l'école à la maison. C'est tout différent. Donc on laisse les enfants libres, on laisse les enfants se développer à leur rythme. Ils apprennent à s'adapter pour fonctionner dans la société. Bon, à la fin du film, on parlait du fascisme. Bon. Donc les talents individuels ne sont pas trop pris en compte. Il y a, pour moi, un point très important, il y a un savoir censuré quand même aussi. Donc il y a des limites à la transmission du savoir où certains sujets restent quand même tabous. Donc c'est une expérience que j'ai faite personnellement. Dernière question, est-ce que tu penses que ce n'est pas possible alors dans une école, dans une institution, de faire apprendre à tout le monde à son rythme? Est-ce que ce n'est pas possible cela? Est-ce qu'il faut vraiment aller le chemin de l'instruction en famille, de l'apprentissage autogéré dans les familles? Je crois qu'avec ce modèle du Neue Lycée, on a fait beaucoup de progrès par rapport au système traditionnel. Je crois que les structures étaient en place, mais je crois que ça dépend aussi des personnes qui gèrent ça, de la direction, du travail en équipe pour mieux réaliser encore ce modèle. Mais je crois que c'était une bonne façon de faire. Juste une question comme ça. Le lycée, les classes étaient horizontales par année, ou les élèves étaient mélangés en différentes classes d'âge? Non, non, c'était comme dans les autres lycées, donc 7e, 6e, 5e. Ils étaient mélangés dans les activités, mais pas dans les classes. Voilà, maintenant je vais donner la parole à Madame Greich. Vous êtes inspectrice dans l'enseignement fondamental ici au Luxembourg et vous avez contact avec des familles qui font l'instruction en famille. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce film de Clara Bellard? Est-ce que c'est également au Luxembourg les familles qui pratiquent ce chemin? Est-ce que c'est la même chose ou c'est encore différent? On a des familles qui demandent un enseignement à domicile, ça c'est possible. Par contre, il y a quand même l'obligation de respecter le plan d'études ou les socles de compétences afférents au plan d'études. Ce que j'ai reconnu dans le film, ce que je vois un petit peu, et la question d'ailleurs a été posée, on peut beaucoup plus individualiser. Là, je suis persuadée, quand il y a des parents avec même plusieurs enfants, s'ils ont plusieurs enfants à leur maison, ils les encadrent, c'est d'une manière plus personnalisée qu'un enseignant qui peut être, bon, il doit être attentif à une moyenne de 20 élèves. Oui, au Luxembourg, il y a un collège des inspecteurs. Vous faites partie de ce collège. Comment est-ce que ce collège, quelle est son attitude vis-à-vis de l'instruction en famille et de l'apprentissage autogéré? Est-ce que c'est un mal nécessaire que vous supportez ou est-ce que c'est quelque chose que vous supportez, que vous aimez bien accompagner? Est-ce que vous êtes content qu'il y a des premières familles qui s'annoncent au Luxembourg qui veulent faire cela? C'est un droit qui existe au Luxembourg. C'est un choix de vie, je dois dire, qui est clairement fait par certaines familles qui s'engagent beaucoup, effectivement, qui choisissent un des deux parents, abandonne son métier, mais c'est un droit, voilà. Et je peux pas maintenant. Ça se passe concrètement, ça se passe comment?
c'est-à-dire il faut faire une demande d'autorisation, n'est-ce pas, une lettre de motivation, on adresse à l'inspecteur, et ensuite, est-ce que tout est accepté ou bien comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont pas acceptés, des familles, et sur base de quoi? En fait, c'est un droit, hein, c'est un droit qui est prévu par notre loi. Il y a les deux lois scolaires, celle relative à l'obligation scolaire. Donc, c'est écrit qu'il y a un droit que les parents peuvent demander un enseignement à domicile. Puis, s'il y a des parents intéressés, souvent, ils prennent contact ou avec l'inspecteur, l'inspectrice. Après, ils font leur demande, ils s'informent. Voilà, a priori, les demandes sont acceptées. Par contre, ce qui est obligatoire, comme c'était invoqué dans le film aussi, il y a un contrôle. L'inspecteur doit avoir le droit de contrôler l'enseignement à domicile, voir si les élèves progressent, s'il y a un travail qui a été fait. C'est une fois, deux fois, trois fois par an? Comment ça se passe? Ou c'est indépendant du... C'est en limite. Bon, c'est pas. Il n'y a pas de procédure. Hein. Si je cite ce qui est écrit dans la loi, c'est l'article 21. Donc c'est juste que l'enseignement à domicile est soumis au contrôle de l'inspecteur s'il est constaté que l'enseignement dispensé ne répond pas aux critères définis. L'élève est inscrit d'office à l'école de sa commune de résidence. Il se rend de même en cas de refus opposé à l'inspecteur de procéder au contrôle. Voilà. Donc l'État prend quand même, en quelque sorte, par le biais de l'inspecteur, un certain contrôle, aussi au droit de l'enfant. Ouais, moi, je le vois de cette manière, parce que l'enfant a droit à une éducation. Voilà. Donc, il faut quand même, je me vois en tant qu'instance qui va défendre le droit qui va voir contrôler le droit de l'enfant à une éducation. Nous avons combien de familles au Luxembourg, plus ou moins? Est-ce que vous savez? Plus ou moins, j'aime pas dire quand j'ai pas les chiffres exacts. C'est une estimation entre 10 et 20. C'est pas énorme. Il n'y en a pas énormément. 10 et 20 familles au Luxembourg. Mais oui, plus ou moins. Oui. Je ne veux pas m'engager dans des chiffres que j'ai pas devant. Voilà. Voilà. J'aimerais aborder maintenant avec M. Moïse l'aspect juridique des lois. Dans le film, on a eu le cas de l'Allemagne, comme quoi en Allemagne, l'apprentissage en famille, l'instruction en famille n'est pas possible. C'est la loi qui ne le permet pas. Alors, ma question, elle est la suivante. Est-ce que le droit européen, on a quand même un droit européen, on a des chartes des droits de l'homme, on a des chartes des droits de l'enfant, est-ce qu'elles ne priment pas sur le droit national? C'est une question que je vous pose. Et la deuxième question, si une famille maintenant décide de laisser son enfant se développer selon son désir inné d'apprentissage, est-ce qu'elle est dans la légalité, en fait? Est-ce qu'elle est dans la légalité du droit européen? Parce que dans ce cas-là, je ne comprends pas l'Allemagne, et je pense en Suède aussi, ce n'est pas permis. Alors, disons que le droit est complexe. Et il y a effectivement une organisation juridique. Maintenant, il est clair que selon le droit luxembourgeois, le droit international prime le droit national. Donc, partout où il y aurait une disposition au Luxembourg, dans la loi luxembourgeoise, qui ne serait pas compatible avec le droit européen ou une convention internationale, telle que la Convention de l'ONU sur les droits de l'enfant, par exemple, cet instrument international prime. C'est clair selon une jurisprudence des années 50 de la Cour d'appel, donc le droit semble clair. Maintenant, il faut toujours voir quelle est la force d'un texte. Une loi nationale est clairement applicable, contrôlée par les tribunaux et contient en principe
des droits et des obligations assez précis. Bon, on a vu que dans la loi sur l'obligation scolaire, là, il y a certaines dispositions de principe, mais pas de procédure bien spécifique. Mais en tout cas, il y a le droit, par exemple, le droit à l'enseignement qui y figure, et qui d'ailleurs a été déclaré comme un droit fondamental par la Cour constitutionnelle luxembourgeoise, mais elle parlait de droit à l'instruction. Donc, nous avons des droits clairs au niveau national. En revanche, beaucoup d'instruments internationaux de droit européen ou qui sont mondiaux contiennent des droits généraux, le droit à l'éducation ou le droit à l'instruction. Et ces mots-là ne sont pas assez précis pour pouvoir dire, dans un cas très précis, lorsqu'un pays organise son enseignement d'une certaine façon, est-ce que c'est compatible ou pas avec les principes internationaux. Pour en revenir alors à la deuxième question, pour ne pas être trop long, il n'y a donc pas de texte international qui tranche la question de façon bien précise sur une légalité de l'apprentissage à domicile ou pas. En revanche, il y a la plupart des textes internationaux qui reconnaissent quand même que chaque enfant a droit à l'éducation, à une instruction. La plupart des textes reconnaissent qu'il doit y avoir une forme d'enseignement gratuit de l'État pour permettre à chaque enfant d'avoir cette instruction. Et également, les textes reconnaissent, c'est le dernier élément, la possibilité pour les familles de donner une éducation à leurs enfants qui tienne compte, je dirais en général, de leurs convictions, hein, que ce soit religieuses, philosophiques ou autres, c'est-à-dire de ne pas imposer par tout moyen, par exemple, une éducation, une instruction de l'État qui, disons, ne tienne pas compte surtout des religions, mais on pourrait penser que, selon les textes, aussi des convictions, et parmi les convictions, je suis persuadé qu'on peut dire que si les familles véritablement pensent que l'apprentissage à domicile, tel que l'on a vu dans le film, est un apprentissage naturel, quelque chose de supérieur dans la méthode à un apprentissage de l'école qui est en quelque sorte façonné par l'État, je pense que ces textes internationaux reconnaissent en principe la possibilité à ces familles de le faire. Maintenant, si dans la salle il y a des questions, vous avez la possibilité de les déposer tout de suite. Voilà. Oui, voilà, bonsoir. Moi, j'ai été vraiment très sous le charme de ce film. Donc, nous avons décidé, mon épouse et moi, de nous lancer là-dedans il y a seulement quelques semaines. Donc, c'est neuf. Nos enfants sont scolarisés et sortent du système belge. Donc, c'est la 4e primaire et la 2e primaire, donc 2e année et 4e année de l'école primaire. Ils ont très bien réussi à l'école, mais nous trouvons que ça ne va pas. Ça ne va pas. On trouve que leur créativité, leur spontanéité commence à décroître. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de les sortir. Et je pense qu'il y a une question qui n'a pas été vraiment évoquée. Je crois que c'est surtout l'amour qu'on a pour ses enfants. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas aller chercher une quelconque recherche dans les classes sociales qui éduque quoi. On l'a bien vu dans ce film, n'importe quel parent, à partir du moment où il prend le choix de le faire, en est capable. Voilà. Ah, tu veux dire quelque chose? J'aimerais ajouter une histoire dans ce contexte. Je ne sais plus très bien d'où j'ai tiré cette histoire, mais c'était une maman qui était illettrée, qui ne savait pas lire, qui se mettait chaque soir dans son fauteuil avec un bouquin et simulait de lire pour que ses enfants lisent aussi des livres. Très bien. Madame Brabant, au Canada, j'ai une question à vous poser.
vous avez beaucoup cherché, analysé les cas de familles qui donnent l'instruction en famille. La question du rythme biologique, hein, parce que moi je vois ici au Luxembourg, les enfants ils se lèvent parfois à 6 heures, hein, et en hiver à 6 heures c'est vraiment presque au milieu de la nuit, ils arrivent à l'école, ils sont fatigués et voilà, et ça continue. Comment est-ce que c'est le rythme biologique, est-ce qu'il est respecté dans cet apprentissage autogéré? Est-ce que ces enfants sont plus sains? Est-ce qu'ils sont moins malades? Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Est-ce qu'ils sont moins malades? Est-ce qu'ils sont plus heureux? Est-ce qu'ils font moins de dépression? Est-ce qu'ils vont moins chez le docteur? Est-ce qu'on a des études là-dessus? On pourrait trouver une partie de vos réponses dans les recherches sur les rythmes scolaires en général, où on commence à comprendre la capacité d'attention d'un enfant par rapport au nombre d'heures à l'école ou l'heure de début des classes. Par exemple, on recommande maintenant qu'au secondaire, les élèves commencent l'école plus tard qu'au primaire, parce que les adolescents, semble-t-il, auraient besoin de dormir plus tard le matin. Alors, il y a une partie de vos réponses qu'on trouverait là. Donc, ça veut dire que les parents qui suivraient davantage le rythme naturel ou spontané de l'enfant auraient plus de chances d'être dans le sens de sa santé. Si vous me demandez au niveau des études qui portent spécifiquement sur l'instruction en famille, il y en a une qui a été publiée tout récemment, il y a quelques semaines, sur les consommations de drogue et la délinquance chez les enfants en général. Alors, on avait pris des populations à la fois scolarisées et non scolarisées. Et sur ces variables-là précisément, ils ont trouvé que les enfants qui étaient scolarisés à la maison ou qui apprenaient en famille, dans une famille de type religieuse, avaient beaucoup moins de tendance à tomber dans la toxicomanie et la délinquance que les enfants scolarisés. Par contre, les enfants, moins la famille était religieuse, plus les enfants avaient des risques, là, des facteurs de risque pour tomber dans ces problématiques-là, et même plus que les enfants scolarisés. Ça, c'est vraiment une étude là, toute fraîche qui vient poser des faits qu'on n'avait jamais considérés avant. Et les nouveaux courants de recherche là, sur l'instruction en famille cherchent justement à trouver quels sont les facteurs de risque, les facteurs de protection, les facteurs de réussite, comment distinguer à quelle famille le projet réussira le mieux, à quels enfants ça réussira le mieux, dans l'idée de sortir un peu des idéologies pour ou contre l'école, pour ou contre certaines méthodes d'éducation, et de comprendre que chaque famille, chaque enfant peut être mieux servi par une forme d'apprentissage ou une autre. Et j'ai envie de répondre, si vous me permettez, à la question des familles moins favorisées là, économiquement ou sur le plan de l'éducation. Évidemment, j'en ai rencontré, on a vu aussi dans certaines études qu'il est possible de faire des miracles avec de l'amour, du dévouement et du temps. Donc, il y a certains enfants à qui on aurait prédit peu de réussite sur le plan éducatif et qui dépassent là, les attentes et ce que les classes sociales auraient prédit pour eux. Et là, ben, si on veut, on peut à ce moment-là tomber dans l'anecdote. Moi, je parlais tantôt des grandes lignes, des grandes tendances, mais il y a aussi des enfants à qui ce mode d'éducation-là réussira moins. Il y a des parents qui, malgré de bonnes intentions, ont moins d'aptitudes et on a commencé à avoir des descriptions comme ça de situations un peu plus malheureuses où la chose tourne mal. Pour l'enfant, pour les parents, et à ce moment-là, ils auraient eu besoin d'aide. Selon moi, il faut faire attention aux idéologies qui seraient vues comme une panacée, là, et vraiment avoir l'humilité de regarder quel projet convient à quelle famille, quel enfant, et s'ouvrir à une remise en question à l'occasion, à un regard extérieur pour permettre qu'aucun enfant ne soit négligé. Oui, merci. Nous savons qu'au Canada et aux États-Unis, l'instruction en famille et l'apprentissage autogéré est beaucoup plus répandu et beaucoup plus présent.
est-ce que dans les médias, est-ce que ça arrive qu'il y ait des émissions là-dessus? Est-ce que les gens sont informés? Par exemple, ici au Luxembourg, je pense que la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont cette possibilité. Et puis, une autre question, j'ai lu quelque part, je crois qu'au Canada, il y a quand même aussi des soutiens de la part du gouvernement pour ces démarches. Est-ce que c'est juste? Mm-hmm. Ben, c'est effectivement une pratique qui est de plus en plus connue dans l'ensemble de l'Amérique du Nord et davantage dans les pays anglo-saxons où la tradition est plus forte, les structures ont été adaptées graduellement avec le temps et stabilisées. C'est un peu différent au Québec, où on est dans un pays qui a quand même un horizon politique un peu plus socialiste, un peu moins néolibéral, et dans une culture francophone, donc on a eu plus tard accès à toutes les ressources curriculaires, à tous les écrits idéologiques et tout ça. Mais au niveau du soutien, justement, dans les États des États-Unis ou les provinces canadiennes où c'est plus répandu, effectivement, il y a beaucoup de soutien qui est offert aux familles et ça prend toutes sortes de formes. Ça peut être des crédits d'impôt, des cartes prépayées pour aller acheter du matériel pédagogique. Ça peut être des services d'orthopédagogie ou d'accompagnement de la planification des parents quand c'est un apprentissage, une instruction structurée. Il y a de la possibilité de fréquenter l'école à temps partiel ou à la carte, pour certaines matières seulement, gratuitement. L'association avec une école de son choix, qu'elle soit publique, privée ou alternative, pour le suivi selon une vision de l'éducation qui nous convient mieux. Et je suis certaine que j'en oublie, là. Des professeurs disponibles en ligne, des communautés virtuelles, des ressources disponibles. Alors, je trouve qu'à ce moment-là, l'État remplit bien son rôle d'offrir gratuitement à toute la population des services qui sont le résultat de la mise en commun des ressources là, de la population, sans toutefois tomber dans la contrainte ou le contrôle excessif. Vous avez l'impression que ça va se développer, ce mouvement vers l'école à domicile, chez vous? Il y a une croissance qui est continue là, depuis le milieu du siècle dernier. Certains trouvent qu'il y a une certaine stabilisation qui s'installe, comme si la population qui avait envie de le vivre, avait fait le saut et que ça ne rejoindrait jamais toute la population. On va le voir dans les 10 prochaines années. Il y a des endroits où des mesures de soutien ont fait augmenter un petit peu le contact des familles, c'est-à-dire des familles qui étaient qui se rendaient invisibles sont ont pris contact avec les autorités scolaires parce qu'ils avaient accès à des subventions, à des ressources. Donc, on a eu l'impression d'une croissance à ce moment-là. Et à l'inverse, quand certaines provinces ou autres autorités scolaires se sont mises à contrôler davantage, à exiger plus d'évaluation, il y a eu de moins en moins d'inscriptions volontaires. Les familles sont reculées dans l'invisibilité. Alors, ça fait fluctuer la perception d'une croissance ou d'une attrition du mouvement. Mais ça responsabilise beaucoup, je trouve, les États face à leur ouverture et leur accueil des familles. Parce qu'en voulant protéger le droit à l'éducation des enfants par plus de contrôle, en fait, ils peuvent pousser plusieurs familles dans l'isolement social. Eh bien, je vous pose encore une question, parce que vous êtes vraiment une chercheuse. Là, au Canada, vous êtes en avance sur nous, ici en Europe. Est-ce que vous remarquez qu'il y a des... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des acquis de cette instruction en famille qui sont transférés ou transposés dans le système scolaire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont reprises? Est-ce qu'il y a une influence de ce mouvement populaire, je dirais presque, vers l'instruction en famille, qui apporte des changements sur le reste du système scolaire? Depuis une vingtaine d'années, les chercheurs partout dans le monde faisaient cette recommandation aux décideurs publics d'apprendre du mouvement d'apprentissage en famille et de s'en inspirer, de nourrir le système public de ses succès en marge du système scolaire. Et à ma connaissance, là, les influences principales qui ont eu lieu, c'est justement dans la mise, l'accessibilité de fréquentation scolaire à temps partiel. Alors, c'est reconnaître que l'enfant peut apprendre mieux à l'extérieur de l'école
pour une partie ou la majeure partie de son éducation, tout en offrant un complément. C'est-à-dire que tant que le système scolaire considère ces gens comme des marginaux et leur donne un choix noir ou blanc, vous prenez nos services ou pas et vous vous débrouillez tout seul, c'était comme mépriser ou ne pas reconnaître la qualité de l'éducation que les enfants pouvaient recevoir. Mais à partir du moment où un État non seulement reconnaît le droit, mais aide les familles, leur offre des soutiens, du soutien des services, c'est entrer dans une attitude de collaboration. Et c'est vraiment accorder une reconnaissance de leurs compétences, de l'apport réel à l'enfant, à son développement et même à la société. Alors, selon moi, là, pour répondre directement à votre question, cette influence du système d'apprentissage, du mouvement d'apprentissage en famille sur les systèmes scolaires et d'avoir forcé l'assouplissement et l'adaptation du système à une plus grande variété de formes d'éducation. Il y a aussi des écoles libres ou des écoles démocratiques, des écoles parentales, tous ces modèles qui donnent davantage de place aux parents et à la communauté, je pense, ont été influencés par ces mêmes mouvements d'apprentissage en famille et de homeschooling et tout ça. Madame Guigues, est-ce que c'est la même chose en France? Est-ce que vous remarquez que ce mouvement populaire de l'instruction en famille a une influence sur les décideurs, sur les teneurs, ceux qui tiennent le ministère de l'Éducation? Alors, je dirais que pointer l'instruction en famille, même si elle se diffuse comme un mouvement populaire, me semble pas tout à fait le terme qui est adapté pour la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, j'ai rencontré l'instruction en famille en 97-98. Bon, j'enseignais à l'université, je choisissais toujours des unités d'enseignement validées par des dossiers avec des possibilités de choix extrêmement larges, très libres pour les étudiants. Et je suis en face d'une étudiante un jour et elle me propose un sujet, mais alors banal, terrible. Et je la regarde, je lui dis, mais vous êtes sûr que vous allez vous intéresser à ça? Et elle me dit, ah non, non, pas du tout, mais ce qui m'intéresse, c'est pas possible. Je dis, ah ben, comment est-ce que vous pouvez savoir d'avance que c'est pas possible? Elle me dit, bah parce que c'est l'instruction en famille. Je dis, ben, instruction en famille, en sciences d'éducation, pourquoi est-ce que ce serait pas possible? Et donc, en fait, ma rencontre avec l'instruction en famille se fait de cette façon-là. Et je dois dire que donc j'ai eu plusieurs étudiants ensuite qui se sont succédés sur ce type de sujet. Et quand je vois ce qu'il y avait sur Internet, si on cliquait instruction en famille en 1997 ou 1998, et ce que je trouve aujourd'hui, ça n'a strictement rien à voir. Donc quelqu'un qui éventuellement se pose des questions aujourd'hui est forcément informé, ne serait-ce que de cette façon-là. Alors après, au niveau des autorités, c'est perçu de façon très ambiguë, très ambivalente. On a quand même une école qui se veut autour de grandes valeurs républicaines. Ça pose des questions qu'un apprentissage qui n'est pas séquencé, qui n'est pas découpé. Donc le principe qui est défini par la loi, c'est que les enfants aient acquis grosso modo les mêmes choses à la fin de la scolarité obligatoire, enfin de l'instruction obligatoire, à 16 ans. Mais comment est-ce qu'on évalue dans les périodes intermédiaires? Ça, c'est difficile à faire et ça dépend beaucoup de l'ouverture des inspecteurs. Et je crois que, je dirais de façon plus générale, pour répondre, cette pratique-là, ou bien éventuellement un certain nombre de recherches qui peuvent être extrêmement précis, je n'ai pas la sensation que les politiques les prennent vraiment en compte. J'en reviens à une question. Bonsoir tout le monde. Je suis connu pour être très franc et très direct, donc je m'excuse déjà. Voilà, pour la petite histoire, notre fille a été bloquée dans l'enseignement primaire parce qu'on n'a pas fait de différenciation à ce qu'elle pouvait et à ce qu'elle ne pouvait pas. Donc on a choisi, en accord avec la législation luxembourgeoise, d'appliquer l'instruction en famille depuis maintenant 6 mois. Alors j'ai une question très spécifique à l'expert juridique, mais aussi une question plutôt morale
à l'expert de l'enseignement fondamental. Donc, s'il s'agit d'un droit d'éducation, ne pourrait-on dire que certains États en font une obligation? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ne peut-on pas parler de perversité quand on fait une instruction en famille et qu'un membre d'un État qui prononce une obligation envers une participation ou une instruction contrôle ce type d'instruction? Alors ma question très spécifique à l'expert juridique, le cas échéant que ce membre étatique qui travaille pour la bonne cause rejette le prolongement ou la prolongation de cette instruction en famille, quels moyens en recours aurait-on? Merci beaucoup. Bien. La première question est une question très intéressante, mais probablement ce n'est pas si simple d'y répondre. C'est la corrélation ou bien la contradiction apparente entre un droit et une obligation. Je crois que l'instruction, l'enseignement, l'éducation, comme vous voulez l'appeler, aucun des textes fondamentaux n'est si clair là-dessus. Et en fait, ça dépend un peu de l'angle dans lequel vous voyez ce droit. Lorsqu'on parle de l'enfant, on parle d'un droit pour lui, parce qu'on estime à raison que c'est une des choses qui font partie du développement de l'enfant. Laisser l'enfant, je dirais, dans une jungle réelle ou de la société n'est pas lui rendre service. Donc, la société a évolué et on a dit le petit être qu'est l'enfant, qui n'est pas encore un adulte, a aussi des droits, et un des droits fondamentaux, c'est qu'on puisse lui donner une éducation, une instruction. Voilà pourquoi on parle d'un droit du côté de l'enfant. Maintenant, du côté de l'obligation, il y a un système qui, je dirais, gère, on parle ici de l'éducation, on parle de l'école. Alors, on a un système qui n'est pas obligatoire pour tout le monde, puisqu'on a la possibilité de recourir à l'instruction à domicile. Donc, il y a, je dirais, presque une exception à la règle, ou bien une minorité qui peut recourir à une autre possibilité que la majorité. Mais si on a pour la majorité maintenant une école, on dit également que c'est obligatoire parce que l'État a le droit et même l'obligation de structurer cette éducation. Sinon, les enfants pourraient ou ne pourraient pas aller à l'école et ça ne marcherait pas. Et d'ailleurs, il est bien dit dans les textes internationaux que c'est un droit pour l'enfant aussi d'avoir un enseignement au moins primaire obligatoire. C'est-à-dire qu'on reconnaît que ça fait partie du droit de l'enfant qu'il y ait un enseignement obligatoire. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que ça force un État à offrir à n'importe quel enfant ce droit. Donc c'est une obligation qui est aussi destinée à l'État, mais en même temps, l'État a le droit d'imposer la façon d'organiser l'école et donc de poser certaines obligations vis-à-vis des parents et des enfants. Voilà, réponse à la première question. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, c'est l'histoire du contrôle de l'État et est-ce que ça serait une perversion de ne pas donner la possibilité à un enfant ou à une famille de prolonger un apprentissage à domicile qui a commencé et quels sont, disons, les droits qu'auraient les parents. Alors non, ce n'est pas une perversion parce que c'est ainsi que fonctionne un état de droit, c'est-à-dire que du moment qu'il y a un système, et en plus un système
obligatoire par certains côtés. Lorsqu'il y a cette possibilité de recourir à ce mode d'éducation, non pas dans les écoles publiques mais à la maison, l'État a le droit de se doter des modalités pour contrôler et éventuellement pour remettre en cause un enseignement qui ne serait pas performant. On a entendu de l'experte au Canada qu'il y a des cas où ça ne fonctionne pas. Donc c'est un droit pour l'État. Maintenant, et pour terminer ma réponse, vous avez dans le droit luxembourgeois des possibilités d'introduire un recours, parce que pour n'importe quelle décision publique, vous avez ce qu'on appelle les règles de la procédure administrative non contentieuse, c'est-à-dire de la procédure qui n'est pas au tribunal et qui vous permet de demander à la fois la motivation d'une décision ou bien de faire un recours devant la même autorité ou une autorité supérieure, le ministre par exemple, et en cas de réponse toujours négative, on peut saisir le tribunal administratif, donc des juges de la situation. C'est ce qui s'est passé avec cette histoire qui est remontée jusqu'à la Cour constitutionnelle, qui était, je le rappelle, en 98, le problème d'exemption d'un enfant des cours du samedi, lorsqu'à l'époque c'était toujours le cas où il y avait des cours le samedi matin, et où l'affaire est remontée jusqu'à la Cour constitutionnelle et même la Cour européenne des droits de l'homme sur un problème fondamental. Donc vous avez une possibilité de recours, c'est prévu par la loi luxembourgeoise. Je suis mère de 5 enfants et j'ai des petits-enfants. Je voudrais demander s'il est possible de retirer les enfants pour certains cours qui ne correspondent pas à la conviction des parents. Par exemple, pour le cours d'éducation sexuelle qui est tout à fait biologique et sans valeur à notre avis, ou pour le cours de religion, d'éthique, s'il était introduit tandis un cours de religion. En fait, non. Les enfants ont droit à tous les cours, mais aussi l'obligation de participer à tous les cours. Il n'y a pas ce moyen. Il y a un moyen de l'enseignement à domicile, mais il n'y a pas moyen de décider pour l'enfant, je participe à un tel cours, mais pas à un autre. Je dois contredit aux convictions profondes d'une famille. Je vous cherche. Entre-temps, on peut demander comment ça se passe au Canada. J'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a un contrôle de la part d'un inspecteur ou d'une inspectrice quand une famille fait de l'école à domicile au Canada? Bien, il y a 12 réponses à vous donner parce que nous avons 10 provinces, 2 territoires qui ont chacun juridiction sur l'éducation dans leur territoire. Alors, dans certaines provinces, il n'y a pas de contrôle. En fait, un simple avis de la part des parents du choix là, de l'instruction en famille suffit et sera terminal pour la relation avec les autorités scolaires. Et dans d'autres provinces, il y a des contrôles plus ou moins détaillés, plus ou moins critériés et portant sur différents aspects. Pour certains, ça va être les apprentissages de l'enfant, les résultats scolaires qui seront vérifiés. Pour d'autres, c'est le programme, la planification de l'année éducative qui sera vérifiée. Alors, différentes autorités ont différentes façons de procéder à un suivi des enfants qui apprennent en famille. C'est-à-dire, il y a des familles chez vous au Canada qui vont changer d'État pour que leurs enfants puissent faire l'école à domicile. C'est permis partout. C'est légal partout, mais si une famille préférait avoir moins de suivi de la part des autorités scolaires, elle choisirait probablement d'aller habiter dans la province de l'Ontario, alors qu'une famille qui voudrait du suivi et du soutien financier
des ressources irait peut-être du côté de l'Alberta ou de la Colombie-Britannique, par exemple. J'ai trouvé aussi, voilà, je l'ai trouvé assez vite, donc ça fait partie de la... Bon, c'est inscrit dans la loi du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire. C'est l'article 8. La formation scolaire obligatoire s'accomplit dans les établissements scolaires publics. Elle consiste en la participation régulière à tous les cours et activités scolaires. Par contre, pour répondre ou pour donner un conseil, peut-être, il y a aussi moyen en tant que parent ou grands-parents à la maison de discuter des sujets et de partager vos convictions, mais voilà. Suite. Est-ce qu'il y a un recours toujours une possibilité de recours. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a comme question derrière? Ça voudrait dire qu'on remet en cause le contenu de la loi et qu'il faudrait justement trouver un principe supérieur, c'est-à-dire la liberté de conviction. Alors, voilà. Je l'ai dit avant, maintenant vous avez aussi la réponse de cette affaire de la Cour constitutionnelle. J'y reviens toujours parce que c'est le seul cas, et cas symbolique quand même ici, c'est que c'était un enfant, je crois, des adventistes du 7e jour, dont je ne voudrais pas dire ici, parce que si c'est une religion ou un groupe religieux, ou, vous savez, au Luxembourg on appelle ça culte dans la Constitution. Et c'était bien leur démarche de dire, nous, on veut exempter notre enfant tous les samedis de l'école parce que ça contrevient à nos convictions religieuses. Et l'affaire a mal tourné, enfin, n'a pas abouti pour les parents. Donc, vous auriez la même démarche ici en disant, oui, mais le fait de nous interdire d'enlever un enfant de certains cours, on ne va pas dire du cours de français, hein, mais si vous donnez l'exemple du cours d'éducation sexuelle, parce que selon nos convictions qu'il faudrait définir, peut-être, ça contrevient à nos convictions. La difficulté, c'est que lorsqu'on parle d'une religion, d'un principe spécifique, c'est beaucoup plus facile, c'est plus facile à déterminer. Si maintenant vous faites cette demande de consultation ici, je dirais que ce n'est pas une idéologie en général, c'est plutôt certaines idées. Et pour l'instant, sans avoir réfléchi longuement, j'aurais du mal à penser qu'il pourrait y avoir une issue positive, dans la mesure où les juges devraient normalement reconnaître, encore une fois, que l'État a la possibilité quand même d'organiser cet enseignement obligatoire. Et donc la seule possibilité serait de sortir l'enfant de l'école complètement. Il n'y a pour l'instant pas de demi-mesure. Bonsoir. J'aurais une question. Qu'est-ce qui est plus fort, le droit de l'inspecteur d'interdire l'instruction en famille ou le droit de l'enfant quand il dit qu'il refuse d'aller à l'école, même s'il n'a pas atteint le socle prescrit de l'État? En fait, maintenant on parle pas un enfant serait pas forcément forcé à retourner à l'école parce qu'il n'a pas atteint le socle de compétences. Dans l'enseignement fondamental, on a aussi des enfants qui n'atteignent pas dans les 2 années de cycle prescrit maintenant le socle, et ils ont alors un allongement de socle. Par contre, il faut que l'inspecteur s'aperçoive que les familles travaillent sur la possibilité d'atteindre ces socles. Mais ce n'est pas une raison maintenant qu'un socle ne soit pas atteint de le réinscrire à l'école. Si ça... Voilà. Encore une question? Je tiens à rajouter, voilà, l'enseignement à domicile doit viser l'acquisition des socles. Voilà. J'avais juste une petite question. En fait, on a vu dans le documentaire que c'était principalement des familles où il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient cette instruction en famille. Et je voulais savoir si ça pouvait fonctionner avec un seul enfant.
Est-ce qu'il y a des cas Dans le film, en tout cas dans les familles françaises, parce que je les connaissais quasiment toutes celles qui étaient à l'écran, il y a des enfants uniques. Mais en fait, les enfants uniques ont plein de frères et sœurs, comme le dit Clara à la fin du film, quand elle dit que son fils a l'air d'avoir 15 parents et 50 frères et sœurs, parce qu'ils sont souvent en groupe. Moi, je me souviens que mes filles, quand on allait aux activités, j'arrivais éventuellement avec les deux, mais je repartais jamais comme j'étais arrivée. C'est-à-dire, soit je repartais avec des enfants en plus, soit les miennes en moins qui allaient dormir chez les autres, que je récupérais plusieurs jours ou plusieurs semaines plus tard. Donc il y a une vie sociale intense. C'est ce que disait Claudia dans le film. Au départ, sa crainte était que ses filles n'aient pas assez d'amis. Et elle s'est vite aperçue qu'elles avaient beaucoup d'amis. Sur la région parisienne, par exemple, on a un site interne entre nous, que Claudia a d'ailleurs monté. Il est actuellement partagé par 500 familles. Ça vous donne une idée quand même. Voyez. Et alors, on ne voit pas les 500 tous les jours, mais vous, dans votre vie courante, vous avez des amis, des voisins, de la famille. La sociabilisation, elle se fait très facilement. Je suis pas du Luxembourg, donc je ne sais pas à qui il faut la présidente de l'association luxembourgeoise. Alors en fait, on organise tout le temps des rencontres. Il commence à y avoir de plus en plus de familles qui s'intéressent à ça et en fait, on se rencontre aussi avec des familles d'enfants scolarisés. Et si on fait l'effort d'aller vers les autres et de se rassembler, il y a toujours des tas de possibilités pour se retrouver avec d'autres enfants, d'autres parents dans la société. Et on va aussi à des rencontres avec les Allemands, on va aussi à des rencontres avec les Français. Et il y a aussi un site européen des associations de homeschoolers. Et ils annoncent sur leur site en fait toutes les rencontres qui ont lieu aussi en Europe. Et on peut partir pour une semaine et là, en fait, les enfants ont leur dose, ils créent des liens, des contacts, après ils s'envoient des lettres. Si on fait l'effort, on peut se sociabiliser, même à Luxembourg où il y a encore peu de familles. Quoi. Voilà, il y a beaucoup de possibilités aussi au Luxembourg, alors, avec l'association luxembourgeoise pour la liberté d'instruction. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, on va terminer. Voilà, il y a encore une question. Oui, bonsoir. On m'entend bien? Oui. Par rapport à ce que Madame Bravant nous avait expliqué par rapport aux aides dont peuvent bénéficier les familles chez vous au Canada, donc Madame l'inspectrice nous a expliqué qu'il y a peut-être, hein, c'est un chiffre approximatif d'après ce qu'on a compris, une vingtaine de familles. Oui, mais vous ne vous engagez à rien, sans problème. Mais si maintenant cela devait prendre de l'envergure aussi par rapport à ce que j'ai compris, il y a une association qui essaie de promouvoir, est-ce qu'il ne serait pas logique aussi, peut-être que ça existe déjà, de soutien financier à ces familles qui font du homeschooling, puisque dans une certaine logique, ces enfants ne vont pas à l'école, donc il n'y a pas d'enseignants qu'il faut payer, il ne faut pas penser à l'entretien des infrastructures, etc. Est-ce que c'est prévu? Merci. Ah oui, pardon, deuxième question, j'avais oublié, juste pour être clair. Donc, les enfants non scolarisés au Luxembourg qui font du homeschooling sont bel et bien soumis, on va dire, au curricula luxembourgeois, quoi qu'ils puissent se baser aussi sur des méthodes complémentaires comme CNED, etc. Mais on ne peut pas, par exemple, suivre on va dire un curriculum d'un autre pays de l'Union européenne. Merci. Alors, je réponds d'abord à la deuxième question, qu'une dispense peut être donnée de l'une ou de l'autre matière prévue si on suit un enseignement à distance. Voilà. Mais sinon, on ne peut pas décider maintenant de choisir le curriculum d'un autre pays. Voilà. Quant aux subventions, je ne sais pas si je suis la bonne personne à répondre. Je peux dire qu'il y a l'État qui offre quelque chose. Et bon, ici, c'est un autre choix
que des gens prennent. Maintenant, je ne pense pas que c'est chez les inspecteurs qu'il faut négocier. Oui. Ils font quand même un service à l'État, les luxembourgeois, n'est-ce pas? Voilà. Alors, il y a encore une question dans la salle. Moi, j'aurais une question, à vrai dire, pour Madame l'inspectrice. Parce qu'en France, les contrôles, c'est un vrai problème. En fait, la loi, jusqu'en 98, disait que l'inspecteur peut vérifier une fois par an, peut vérifier à 8, 10 et 12 ans si l'instruction est bien donnée aux enfants. En 98, Ségolène Royal était secrétaire d'État à la famille et elle a insinué que les familles non scolarisantes appartenaient à des sectes et embrigadaient les enfants dans des dérives sectaires. S'en étant suivi un climat de suspicion détestable qui poursuit encore aujourd'hui les familles, quand bien même la MIVILUT, qui est la mission interministérielle de lutte et de vigilance contre les dérives sectaires, donc quand bien même cette mission montre bien qu'il n'y a pas de dérives sectaires dans les familles non-sco. Et maintenant, la loi dit que l'inspecteur doit vérifier annuellement, doit contrôler annuellement l'instruction. La loi est tout à fait précise puisque l'inspecteur doit vérifier qu'un enseignement est donné et que l'enfant progresse. Mais les familles ne sont pas tenues de suivre les programmes scolaires. Elles doivent juste, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, donc à 16 ans, faire en sorte que leur enfant maîtrise le socle et donc ait les mêmes résultats que les enfants scolarisés. Dans une classe, on sait très bien que tous les enfants n'ont pas le même niveau au même moment, c'est très clair. Pour certains inspecteurs, ça va, ça se passe bien avec les familles, chacun fait des efforts pour se mettre à la portée de l'autre, engage un dialogue. Et parce que vous imaginez bien que quand les familles travaillent de la façon dont c'est montré dans le film, que ça n'a rien de scolaire, que c'est quand même difficile pour l'inspecteur, je le conçois tout à fait. Pour d'autres, ça se passe très mal, l'inspecteur reste buté, les familles restent butées, ça finit au tribunal. Avec toutes les dérives que monsieur peut préciser. Les familles gagnent en général, mais après des années de procédure, et c'est quelque chose de douloureux pour tout le monde. Donc, je vous demande, Madame l'inspectrice, comment est-ce que vous jugez à ce moment-là le contrôle de l'instruction au Luxembourg quand des familles adoptent cette méthode de unschooling qui ne sont pas des méthodes scolaires? Sur quoi vous vous référez? Parce que donc en France, quand le contrôle se passe mal, l'inspecteur fait un mauvais rapport, évidemment. Quand les familles refusent les tests, pourtant c'est légal qu'elles refusent les tests parce qu'on ne doit pas faire de tests. Il faut un deuxième contrôle un mois après, et si c'est toujours négatif, dixit l'inspecteur, il y a une injonction de scolariser. Donc là, les familles, autrefois s'inscrivaient au cours par correspondance, mais il y a eu jurisprudence qui ne protège plus, donc les familles partent à l'étranger ou attaquent au tribunal. Vous pouvez répéter peut-être la question précise? Ma question, c'était comment est-ce que vous procédez à un contrôle de l'instruction si vous arrivez chez une famille qui pratique le unschooling, comme on l'a vu dans le film, donc des apprentissages non scolaires, et que vous, j'imagine, vous avez une grille plutôt scolaire pour contrôler? Je me base sur nos socles de compétences, je prends le plan d'études, mais voilà, ici je tiens à préciser que je parle, c'est ma façon de procéder, il n'y a pas de procédure, donc je parle ici de ma pratique. Donc, je parle et je travaille un peu avec l'enfant surtout. Est-ce que vous lui faites passer des tests? Par exemple, vous rencontrez un enfant de 8 ans qui ne lit pas encore, comme il y en avait dans le film, les jeunes filles que je connais, Margot qui ne savait pas lire. Ma propre fille, mon aînée, a lu très tard, par exemple. Aaron, celui qui a écrit une pièce de théâtre, il a lu très tard. Vous arrivez chez une famille, vous avez un enfant de 8 ans qui ne sait pas lire. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'inspectrice? Vous voyez pourtant qu'il y a un environnement culturel riche, mais pour X raisons, l'enfant ne lit pas. Ça m'est jamais arrivé. D'abord, on parle de quelque chose que j'ai pas encore vécu comme situation. Voilà, mais en fait, j'essaie de voir le tout. Donc, comme j'ai répondu à la dame qui a dit, mais si le socle n'est pas atteint, on a aussi des élèves dans notre système normal qui n'atteignent pas le socle, qui ont des allongements de cycle, etc. Donc, moi, ce que je me suis donné comme ligne directrice, c'est que je regarde le tout. Souvent, les traces de ce qui a été fait pendant l'année sont assez importantes pour moi aussi. Donc, il y a une certaine, en tant qu'inspectrice, il y a une certaine documentation. Récemment, j'étais chez une famille qui avait documenté des apprentissages par un livre avec des photos. Ça ne doit pas nécessairement être des tonnes de fiches, des fiches, donc, mais que moi qui ai quand même une certaine responsabilité, que je peux m'apercevoir que effectivement il y a un apprentissage qui a lieu.
et qui est documenté quelque part. En principe, les enfants sont très ouverts quand j'arrive. Donc, cette situation de crispation, je ne l'ai pas encore vécue. Ils viennent vers moi, ils me montrent tout ce qu'ils ont fait. Ils me racontent où ils étaient, peut-être dans un musée, qu'ils ont suivi des choses pareilles. Voilà pourquoi il m'est difficile de répondre si j'arrive chez quelqu'un que je travaille. Je ne donne pas un test, mais je me fie quand même en tant qu'enseignante qui a enseigné avant d'être inspectrice sur mon appréciation. Je fais lire des histoires parce qu'il y a dans notre programme, par exemple, il y a pas juste la lecture, il y a la production orale, il y a la compréhension de l'oral, il y a la compréhension de l'écrit, il y a la production écrite. Donc, il y a toujours plusieurs domaines de compétences. Donc, si l'enfant ne sait pas lire, je rends attentif les parents, bien sûr, qu'il y a peut-être quelque chose, mais si tout le reste convient, c'est un travail pas évident non plus pour l'inspecteur. Je sais qu'en tant qu'inspectrice, je ne veux pas dire le grand méchant loup, mais effectivement, on a une responsabilité aussi. Maintenant, vous avez évoqué des sujets dont on n'a pas encore parlé, que l'État veut protéger aussi les enfants d'une certaine dérive, et tout cela est dans nos compétences. Et bien sûr, il n'y a pas un suivi comme à l'école. Donc, c'est 1 ou 2, ou maximum 3 fois par an qu'il y a quelqu'un qui vient. Donc, voilà, il faut une confiance. Il faut un lien de confiance aussi avec ces familles-là. Voilà. En tant qu'enseignante, j'ai eu des élèves dont les parents faisaient partie de sectes. Je veux dire, c'était su et personne ne faisait quoi que ce soit. Oui, voilà. Donc, oui. L'école ne protège pas des sectes. Maintenant, je n'ai pas vraiment répondu à votre question parce que je ne peux pas, parce que là, il faut vraiment, c'est vraiment aussi un travail, c'est une responsabilité de l'inspecteur et c'est aussi une question d'appréciation et où il faut se baser sur des critères, voilà, qui ne peut pas juste être, bon, il ne lit pas encore. C'est clair qu'il faut rendre attentif les parents, que normalement, à cet âge-là, un enfant sait lire. C'est son rythme. Enfin, les familles non-sco respectent le rythme des enfants. Enfin, en France, ça prend quand même une envergure telle qu'il y a des mouvements d'ajournement des contrôles par des familles en Languedoc-Roussillon et en Bretagne, que dernièrement, des familles ont été signalées au procureur de la République. Les services administratifs, là, ont arrêté l'enquête, justement, en supposant que c'était quand même pas très justifié. Mais du coup, j'étais vraiment intéressée par ce que disait Madame Brabant, avec cette intermédiaire, cette médiation que vous faisiez entre l'institution et les familles. Il y a une sénatrice qui a proposé ça en France, mais comme son mandat venait de s'arrêter, la question a été rejetée. Donc. Oui. Mais par contre, effectivement, un tel cas met l'inspecteur dans un malaise aussi, qui doit après prendre la décision, voilà. Oui ou non? Est-ce que ça peut continuer ou non? Et par rapport aux chiffres, je veux vraiment revenir là-dessus, que effectivement, je sais qu'il y a des enseignements à domicile au secondaire, même il y en a au fondamental. Donc, j'étais pas préparée à cette question. Sinon, voilà, je me serais informée, voilà, mais je veux pas vraiment, je vais l'effacer. On saura cela pour la prochaine fois. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, je vais arriver à la fin. Mon question, je vous interromps, mais ma question sur le feedback qu'on donne à ces enfants. Il y a peut-être un des chercheurs qui peut me... Alors, c'est rigolo parce que vous aviez parlé des familles ici qui utilisent le CNED, mais les familles non-sco-françaises en général françaises n'aiment pas le CNED parce qu'elles trouvent qu'il y a beaucoup trop de travail dedans et que soit on fait tous les exercices et on n'a plus le temps de vivre, soit on fait tous les devoirs mais on n'a pas le temps de faire les exercices avant. Donc, elles utilisent plutôt EAD qui est l'enseignement à distance belge et qui est beaucoup plus apprécié. Mais si on ne travaille pas avec un programme, comment un feedback extérieur ou voilà, ou quel est un feedback
Mais les enfants Adapté. ont naturellement ce feedback par la société dans laquelle ils évoluent, etc. Moi, je me souviens que j'ai utilisé justement un petit peu les cours des Belges, donc pour mes filles, pour les parties mathématiques, technologie, parce que c'est vraiment pas ma spécialité. Elles regardaient un petit peu les corrections, mais c'est trop décalé en fait, c'est trop artificiel, ça fait déjà scolaire. Quand on reçoit le devoir corrigé, il y a tellement longtemps qu'elles l'ont fait, qu'elles l'ont envoyé, il n'y a plus rien. C'est immédiat le feedback qu'ils en ont besoin. Comme le petit garçon qui faisait CD, tout de suite il lance, il voit si CD roule bien ou pas. Est-ce que je pourrais me permettre une réponse aussi? Oui, bien sûr. Concernant le feedback, je voudrais apporter à l'attention de l'auditoire les groupes de soutien dont on n'a pas beaucoup parlé. C'est cette nouvelle forme de communauté éducative qui sert de village éducatif. Moi, j'aime bien l'adage africain qui dit « il faut un village pour éduquer un enfant ». Donc, quand on oppose simplement les parents et l'État, comme l'analyse juridique a tendance à le faire, on oublie un aspect primordial de l'éducation qui est collectif. Alors, ce que j'ai beaucoup vu dans mes recherches et sur le terrain, c'est que les familles ont tendance à s'associer à des groupes de soutien, des groupes coopératifs là, pour l'éducation des enfants. Et c'est dans ces groupes qu'il y aura une certaine forme de feedback, de comparaison ou d'ajustement. Par exemple, s'ils organisent un spectacle de variété où chaque enfant présente un talent sur scène ou une journée d'expo-projet, ce qu'on appelle, nous, c'est basé sur le modèle des expos sciences, mais ce sont des expos-projets. Donc, un va présenter sa collection de papillons, l'autre sa recherche sur les princesses, l'autre le roman sur les sirènes qu'il a rédigé pendant l'année. Alors, chaque enfant a son petit stand et présente son projet. Cela crée une certaine émulation entre les enfants, entre les parents, entre les familles, et une certaine forme de régulation, parce que si à ce moment-là, un enfant était 4 ans en arrière par rapport au niveau de développement des autres, il y aurait un éveil. Comme vous le disiez, là, l'attention des parents serait amenée sur la situation. Et tout en ayant l'idée qu'il faut respecter le rythme de l'enfant, il y a quand même des situations qui deviennent plus inquiétantes. Par exemple, si on voyait qu'un enfant de l'âge de 2 ans ne tient pas sa tête tout seul, tout le monde s'inquiéterait. Hein? On sait que normalement, dans les premiers mois là, de la vie, avant 1 an, l'enfant tient sa tête seul. Et s'il n'y arrive pas à l'âge de 2 ans, il y a un problème, il y a un blocage dans son développement. De la même façon, un enfant qui n'arrive pas à s'exprimer clairement verbalement, ou qui ne comprend rien à la lecture, même quand il s'y essaie. On pourrait déceler un trouble de l'apprentissage, un blocage ou une méthode pédagogique du parent qui est vraiment insuffisante. Alors, je voulais amener l'attention des gens sur l'importance du groupe de soutien. Et il y a même un parti politique ici, lors des élections il y a quelques années, qui a été interpellé sur son point de vue sur l'instruction en famille, et qui était très favorable. En fait, c'est un parti environnementaliste, un parti vert, qui disait qu'il trouvait admirable cet engagement des parents et suggérait qu'on subventionne les groupes de soutien parce qu'ils faisaient un travail important de partage des ressources, d'organisation d'activités collectives pour les enfants et pour les parents. Alors, selon la lecture que j'en fais, moi qui m'intéresse à la régulation, à la gouvernance de l'apprentissage en famille, ces groupes de soutien sont une nouvelle forme de communauté éducative, de vision collectiviste en éducation, où les parents qui se trouvent des affinités dans leur vision d'éducation recréent de façon peut-être plus facilement appropriable là, une forme de pouvoir dans le développement de l'institution qu'est l'éducation. Et c'est pour ça que à la fin du titre de mon livre, je parle d'un projet démocratique, parce que selon moi, les parents prennent à leur voix dans la gouvernance de l'éducation pour faire renouveler nos pratiques éducatives, renouveler les formes d'autorité et de régulation qu'on s'est données par les années passées. Merci beaucoup, Madame Brabant. Ici, on arrive vers 23h. Chez vous, c'est 15h20, 15h30 peut-être. 16h50. 16h, oui. Il est encore tôt. Vous devez être pas mal fatigué que moi. S'il n'y a plus de questions, je vais clôturer ici. Je remercie tout le monde d'être venu ici cette soirée. On a essayé d'ouvrir les portes au Luxembourg pour connaître l'apprentissage en famille, l'apprentissage autogéré et autonome,
Nous sommes conscients au Luxembourg que nous sommes en retrait de beaucoup de longueur sur le Canada et nos pays voisins, à part l'Allemagne, où c'est interdit. Mais le petit Luxembourg, on est petit, mais on a commencé avec cette soirée débat. Je remercie spécialement nos intervenants, Madame Christine Brabant, en direct du Canada par visioconférence, professeure chercheuse en administration de l'éducation, et elle est à l'Université de Montréal, cofondatrice de l'International Center for Home Education Research. Je rappelle qu'elle est auteure du livre « L'école à la maison au Québec, un projet familial, social et démocratique » qui est paru aux presses de l'Université du Québec en 2013. Je remercie également Madame Michèle Guigues, qui nous est venue de France, où elle est professeure émérite, sciences de l'éducation, Université de Lille 3, auteur du livre « Les déchirements des institutions éducatives, jeux d'acteurs face au décrochage scolaire », paru à l'Harmattan en 2013. Je remercie Madame Bernadette Nozarian, chercheuse et spécialiste de l'instruction en famille. Elle est aussi l'auteure de Transition pédagogique, de nécessaire mutation de l'école, Kindle 2014. Je remercie beaucoup Monsieur François Moïse, avocat à la Cour, droit public et administratif, droit communautaire et international, droit de l'homme, expert en matière de diversité au Luxembourg et en Europe. Je remercie M. Bert Hoscheid, enseignant luxembourgeois qui a participé au projet pilote d'un modèle du lycée alternatif, duquel il nous a rendu compte. Je remercie beaucoup Mme Marie-Paul Greich, inspectrice dans l'enseignement fondamental au Luxembourg et responsable aussi pour les familles qui font de l'école à domicile. Voilà, je rappelle que la soirée a été organisée par l'ASPL ALI, l'Association luxembourgeoise pour la liberté d'instruction au Luxembourg. Nous espérons avoir contribué à ouvrir des portes, à ouvrir notre esprit à des alternatives dans l'éducation. Je remercie chaleureusement le public d'avoir assisté jusqu'à 23 h et je vous souhaite une excellente fin de soirée, un excellent week-end.